Bonjour, je suis le professeur qui agit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'eau. J'apparaîtrai de temps en temps pour vous expliquer les parties clés de cet exposé. Sur notre planète, l'eau est essentielle pour tous les êtres vivants, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal. La majorité de notre planète est composée d'eau, mais le problème est que cette eau n'est pas forcément propre pour notre consommation et sous forme est disponible. On retrouve l'eau sous 3 formes uniquement: solide, liquide et gazeux. Pratiquement l'ensemble de l'eau sur Terre, 97%, est salée, donc elle est non consommable. Un faible pourcentage de l'eau, 2%, est douce, mais sous forme de glace. Il reste un pourcentage infime d'eau liquide et douce qui est consommable. La majeure partie se trouve dans des cavités souterraines que l'on nomme des nappes phréatiques. Notre corps est constitué majoritairement d'eau. Cette eau est présente dans la composition du sang et des différentes cellules qui composent le corps humain. Notre corps perd quotidiennement une part de l'eau qu'il contient au cours de l'élimination, par exemple la transpiration. Afin de continuer à fonctionner correctement, il lui est nécessaire de maintenir la même proportion d'eau et donc de compenser cette perte par une absorption d'eau à peu près équivalente. Ces variations de consommation s'expliquent par les différentes façons de vivre de chacun. Voici 2 exemples. Un Américain moyen consomme 600 litres d'eau par jour en moyenne pour sa douche ou pour laver sa voiture par exemple. Un Français consomme en moyenne 200 litres d'eau par jour. Un Indien consomme en moyenne 60 litres d'eau par jour. Au niveau des habitudes sanitaires, une douche utilise en moyenne 70 litres d'eau, tandis qu'un bain consommera 200 litres d'eau et une piscine 60 000 litres d'eau. Au niveau des habitudes alimentaires, en agriculture, la consommation d'eau varie suivant les légumes cultivés et le climat. En effet, un champ de maïs consomme très peu d'eau. Il faut 400 litres d'eau pour obtenir 1 kg de maïs. Les pommes de terre ont besoin d'un peu plus d'eau. Pour 1 kg de pommes de terre, il faut 1000 litres d'eau. Par contre, le riz, qui se cultive dans des rizières, a besoin d'énormément d'eau pour pousser. Pour 1 kg de riz, il faut utiliser 4500 litres d'eau. Mais 1 kg de riz nourrit plus de personnes que 1 kg de patates. Voyons maintenant comment mon ami Julien vit au quotidien. Comme beaucoup de gens, sans le faire exprès, il pollue. Dans la série Julien pollue sans le savoir, l'après-midi, quand le soleil est à son zénith, l'eau s'évapore beaucoup. Il est donc préférable d'arroser le soir ou le matin quand il fait encore frais. Passons maintenant au chapitre 2, qui montre le cycle de l'eau, c'est-à-dire le circuit que suit l'eau à travers la planète. Toute l'eau de la Terre est en perpétuel mouvement. L'eau ne peut se fabriquer ou s'éliminer, mais elle voyage en passant d'un état à un autre. C'est le cycle de l'eau. Tout commence avec l'évaporation, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Cette dernière va se faire de 2 façons différentes par l'intermédiaire des rayons du soleil qui chauffent la surface de la mer, de la transpiration des végétaux, et de la respiration des animaux. Cette vapeur d'eau en montant va refroidir et se retrouver sous forme de gouttelettes qui, en se regroupant, forment des nuages de plus en plus gros qui se déplacent avec le vent.
Quand les nuages rencontrent des couches d'air froid, les gouttelettes vont se condenser. L'eau passe alors de l'état gazeux à l'état liquide et va précipiter sous forme de pluie, grêle ou neige. Selon les climats, donc suivant les régions, la quantité et le nombre des pluies varient. Les pluies s'écoulent jusqu'aux rivières qui rejoignent les océans, mais peuvent aussi aller dans les lacs. Les gouttes vont également s'infiltrer dans le sol et rejoindre les nappes phréatiques, c'est-à-dire des réservoirs d'eau souterraine. Selon son parcours, chaque goutte d'eau peut passer des séjours plus ou moins longs dans des réservoirs naturels. Par exemple, une goutte d'eau peut rester emprisonnée 5000 ans sous forme solide au niveau des glaciers. Puis va ruisseler 15 jours sous forme liquide pour rejoindre l'océan. Mais pendant son parcours, elle peut être capturée par des roches pendant 1400 à 70 000 ans, suivant l'imperméabilité de celle-ci. Une fois dans l'océan, elle peut attendre jusqu'à 3000 ans avant d'être évaporée et rester seulement 8 jours dans l'atmosphère avant de former un nuage de pluie et retomber sur Terre. Le cycle de l'eau est bouclé et le parcours recommence avec l'eau qui passe perpétuellement d'un état à un autre. Mais que fait encore notre ami Julien ? Voyons s'il respecte l'environnement au quotidien. Encore une fois, Julien fait n'importe quoi avec la consommation d'eau. Attention ! Avant de lancer une machine à laver le linge ou la vaisselle, vérifiez que la machine soit pleine afin d'éviter une perte d'eau inutile. Chapitre 3. Parlons maintenant de l'eau dans le monde, sa répartition et l'impact de l'homme. Cette carte nous montre l'inégalité de la distribution de l'eau dans le monde. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, soit presque une personne sur 6. Nous pouvons rencontrer sur Terre différents cas de figure. Dans certains pays comme en France, l'eau douce est abondante. Les techniques de traitement et d'assainissement des eaux sont par ailleurs bien maîtrisées. Dans certains pays, l'eau est très rare. Dans certains pays pauvres, l'eau douce est présente mais les méthodes d'assainissement sont mal maîtrisées. 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des systèmes pour traiter l'eau. La plupart de ces personnes boivent de l'eau usée, ce qui entraîne de graves maladies comme le paludisme et la dengue qui touchent plusieurs centaines de millions de personnes. Avant les années 60, la mer d'Aral, qui se situe en Asie centrale, avait une superficie de 68 000 km². Le gouvernement a décidé d'installer des systèmes d'irrigation afin d'alimenter de grandes cultures de coton et de riz. L'irrigation consiste à apporter de l'eau de manière artificielle, notamment en construisant des digues en béton pour détourner une rivière et amener de l'eau vers les cultures. La population, pendant 20 ou 30 ans, a pu s'enrichir avec ces récoltes incroyables situées en plein milieu du désert. En 40 ans, le lac s'est asséché et a perdu plus de la moitié de son ancienne superficie. De plus, l'utilisation d'engrais chimiques a empoisonné l'eau et tué un grand nombre de poissons nécessaires à la consommation des populations locales. Mais que fait encore notre ami Julien ? Voyons s'il respecte l'environnement au quotidien.
Julien prend 4 à 5 bains par semaine. Le bain consomme environ 3 fois plus d'eau qu'une douche. Il faut éviter d'en prendre tous les jours. Mais d'où vient l'eau du robinet ? Eh bien, je vais vous expliquer maintenant le voyage de l'eau en milieu urbain. C'est le chapitre 4. L'eau peut être pompée de 2 façons différentes. Soit dans les rivières, elle subit alors différents traitements pour devenir potable. Elle passe dans un bassin, au fond duquel se déposent les matières les plus lourdes. Elle est ensuite filtrée à travers des couches de sable ou de charbon qui la débarrassent de ses impuretés. Elle est enfin stérilisée, le plus fréquemment par ajout de chlore, ce qui permet de la débarrasser des microbes. Elle peut être aussi pompée dans les nappes phréatiques. Le plus souvent, on utilise de l'eau souterraine, qui est généralement plus propre que l'eau des rivières, car elle a été filtrée par le sol. Elle doit être traitée par simple stérilisation. L'eau potable doit subir de nombreux tests pour valider sa qualité. Ainsi, on teste 63 paramètres comme la saveur, la couleur ou encore la présence de toxiques. L'eau propre est acheminée puis stockée dans un château d'eau ou réservoir pour être enfin distribuée dans les habitations. L'eau est utilisée chaque jour par la famille et va être évacuée dans les égouts. L'eau recueillie par ces égouts doit être purifiée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Ce nettoyage se fait dans une station d'épuration. Voici les différentes étapes. L'eau polluée traverse d'abord des grilles qui retiennent les objets grossiers, comme le papier, les gros déchets ou le bois. Elle repose ensuite dans un grand bassin appelé décanteur, au fond duquel se déposent les matières les plus lourdes. À la surface, les matières légères vont flotter. Débarrassée des matières épaisses, elle est encore très sale. On la fait passer dans un second bassin qui se nomme bassin d'aération, où des bactéries sont déposées pour éliminer peu à peu la pollution qui est présente sous forme microscopique. Ces bactéries s'appellent des micro-organismes. Grâce à un apport d'air qui se fait en brassant l'eau par un bras mécanique, ces bactéries se reproduisent très rapidement. Au cours du séjour dans le 4e bassin, les bactéries alourdies par la pollution qu'elles ont dévorée se déposent au fond du bassin. Ces dernières s'accumulent au fond du bassin et forment les boues. L'eau surnageante est non potable, mais elle est suffisamment propre pour pouvoir être rejetée dans la rivière. Dans ce bassin, les boues sont récupérées et peuvent être utilisées comme engrais en agriculture, ou une fois sèches, elles peuvent être brûlées pour produire de l'énergie. Dans de nombreux pays en voie de développement et dans certaines régions françaises, il n'existe pas de station d'épuration à proximité des habitations. L'eau usée est directement rejetée dans la rivière, ce qui entraîne une pollution des eaux et de nombreuses maladies. Par contre, certaines maisons isolées sont équipées d'un système de traitement individuel des eaux usées. Le dispositif se compose de 2 parties. Une fosse où les matières en suspension des eaux usées décantent. Puis, les eaux liquides passent dans un système de tuyaux percés où les eaux sont dispersées dans les sols. Ces sols vont filtrer cette eau et donc la nettoyer avant qu'elle ne retourne dans les nappes phréatiques. Mais que fait encore notre ami Julien ?
Voyons s'il respecte l'environnement au quotidien. Julien se brosse les dents. Avoir de l'eau potable dans des robinets est une grande chance. Ce n'est pas pour ça que l'on peut se permettre de la gâcher. Pensez à fermer l'eau pendant que vous vous brossez les dents. Utiliser un verre permet également de réduire la consommation d'eau en évitant de la laisser couler trop longtemps. C'est quoi de l'eau non potable? Voyons donc le chapitre 5 sur la pollution des eaux. Malgré les efforts réalisés, il existe encore en France et dans de nombreux autres pays de nombreuses formes de pollution des eaux. La station d'épuration nettoie les eaux usées mais rejette quand même des polluants dans la rivière. La rivière va continuer à nettoyer l'eau. Si la rivière n'est pas en bonne santé, par exemple quand il y a peu d'eau et peu de faune et de flore, ces polluants ne seront pas détruits par les bactéries. Il reste dans l'eau des traces de médicaments, de métaux ou de lessive. Ces derniers vont être absorbés par les poissons et les végétaux, puis par les hommes. Si la rivière est en bonne santé, c'est-à-dire pas trop polluée, les plantes aquatiques et les bactéries présentes dans la rivière vont nettoyer le reste des pollutions et rendre l'eau propre. Les pluies vont se charger d'une multitude d'impuretés. Les impuretés en suspension dans l'air, provenant notamment des fumées industrielles ou des gaz d'échappement. Et les impuretés présentes sur les routes goudronnées. Les eaux de pluie vont donc arriver très sales dans les rivières. Beaucoup de personnes continuent à jeter les poubelles en pleine nature. Du point de vue visuel, les décharges publiques dégradent le paysage. Ces détritus entraînent également la pollution des eaux qui, en s'écoulant dessus, va se charger d'impuretés. Ces objets abandonnés vont par ailleurs prendre des années à se dégrader, c'est-à-dire à disparaître. L'agriculture est une grande source de pollution. Afin de protéger leurs plantations contre les insectes, les agriculteurs ont pris l'habitude de répandre sur leurs champs des produits fortement polluants, tels que les pesticides ou les insecticides. Les produits n'ayant pas été absorbés par la plante vont se retrouver dans le sol. Une partie des produits va ruisseler jusqu'aux rivières et les polluer. L'autre partie va pénétrer le sol et aller infecter une nappe phréatique. Ces produits présents dans le sol vont également abîmer la qualité du sol et entraîner une diminution des récoltes. Dans certains cas, l'activité humaine peut entraîner des catastrophes écologiques. En Bretagne, par exemple, les nappes phréatiques ont été souillées par les produits utilisés en agriculture. Les eaux qui arrivent au robinet sont désormais inaptes à la consommation et peuvent entraîner de graves maladies pour les personnes sensibles. Chaque année, le naufrage de pétroliers provoque des marées noires. Le pétrole flotte à la surface de l'eau, se répand et va souiller les plages du littoral. Beaucoup d'animaux et de plantes risquent de mourir. Les navigateurs qui vident la fin de leur réservoir ou lavent leur cuve en haute mer contribuent eux aussi largement à la pollution des océans. Ils sont si nombreux à ne pas respecter les règles de dégazage à l'intérieur du port qu'ils sont à l'origine de la première cause de pollution des eaux de mer. Mais que fait encore notre ami Julien? Voyons s'il respecte l'environnement au quotidien. Mais que fait Julien? Il met une bouteille d'eau dans le réservoir des toilettes. Pour une fois, ce qu'il fait va permettre une grande économie d'eau. Effectivement, avec cette bouteille d'eau, il y a beaucoup moins d'eau utilisée à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau. Enfin, intéressons-nous aux ressources alternatives, comme quand on récupère l'eau de pluie. C'est le chapitre 6.
Il existe d'autres techniques pour obtenir des eaux propres. Ces techniques sont pour l'instant peu développées car leurs coûts sont trop chers ou elles ne sont utilisables que pour un faible nombre de personnes. Par exemple, le dessalement de l'eau de mer est un processus qui permet de supprimer le sel de l'eau salée pour la rendre potable et pour l'agriculture. La technique de microfiltrage qui permet de retenir le sel et les bactéries sur le filtre et laisse passer l'eau. Une autre technique est de faire évaporer l'eau et de transporter la vapeur d'eau dans un autre réservoir, tandis que le sel et les bactéries vont rester dans le réservoir initial. Il existe des régions où toute la population dépend de ces technologies pour leur eau potable. Dans des pays désertiques comme au Chili par exemple, des immenses filets sont mis en place. Ces filets retiennent l'humidité des nuages qui traversent la région sans pleuvoir. L'eau récupérée va permettre d'alimenter les villages les plus proches. Il existe également des systèmes pour récupérer l'eau de pluie. Cette eau impropre à la consommation va pouvoir être utilisée pour arroser les jardins et aussi pour l'eau des toilettes. Bon, j'espère que vous avez bien tout compris. Alors je récapitule. L'eau est le principal composant de la vie. Notre planète et tous les êtres vivants en dépendent. Les hommes aussi ont besoin d'eau propre tous les jours. Mais souvent, les activités humaines polluent et assèchent les réserves d'eau naturelles. C'est pour cela qu'on a inventé des systèmes pour recycler et purifier l'eau le plus possible. Malgré cela, on manque d'eau potable dans beaucoup d'endroits. Et même chez nous, il y a des sécheresses. Alors rappelez-vous de Julien et préservez les ressources en eau.